Nous sommes maintenant encore une fois avec Monsieur Luc Rajotte, qui est notre chroniqueur économique. Comment allez-vous aujourd'hui, Monsieur Rajotte? Ça va très bien et toi-même et bonne année en passant. Pareillement, pareillement. Je vais très très bien aussi. Chez Hydro-Québec, ça ne va pas très bien. Par contre, Madame Brochu a quitté et vous venez nous en parler. Ben, je voulais surtout, il s'en est beaucoup parlé cette semaine, donc je ne veux pas répéter tout ce que le monde a répété, sauf que plus il y a de l'information qui coule à gauche à droite, plus le gouvernement donne ses précisions sur ce qu'il souhaiterait comme profil de PDG, plus on comprend que probablement Mme Brochu avait des divergences d'opinion avec les objectifs du gouvernement. Elle n'a pas voulu le dire parce qu'elle ne voulait pas mettre le gouvernement dans l'embarras. Puis elle ne voulait pas partir non plus dans la chicane, je pense. Mais Mhm. Mme Brochu, il ne faut pas oublier qu'elle a été pendant 20 ans chez Énergir et elle a été, une de ses forces, c'était le développement. Et comme par hasard, le gouvernement dit qu'il doit chercher quelqu'un dans le domaine du développement, alors qu'il n'avait une entre les mains, puis elle, ben, je pense qu'elle avait fait ces preuves-là, à moins qu'elle est rendue ailleurs dans sa vie, qu'elle ne souhaite plus, comme elle disait, construire les maisons qu'elle a dessinées. Mais j'ai Mhm. un sérieux doute et je pense que les oppositions aussi ont un doute certain et souhaitent bien sûr avoir leur mot à dire pour pas que le futur, le ou la future présidente de Hydro-Québec devienne la marionnette un peu gouvernementale ou politique en termes de développement de l'électricité au Québec. Alors, je Mais trouve c'est ça, ça un vous petit dites peu que... plate. Ah, pardon, mais vous dites que euh, les objectifs divergent entre le gouvernement et la tête, divergeaient pardon, entre le gouvernement Legault et la tête d'Hydro-Québec, ce qui est quand même surprenant puisque on est tous dans le même bateau, on a tous le même objectif de verdir la production d'énergie au Québec, de protéger l'environnement, tout ça. Et donc je vois difficilement comment des entités, d'un côté le gouvernement, d'un autre côté Hydro-Québec, peuvent diverger là-dessus quand l'objectif devrait être si évident et si simple. Ben, c'est parce que M. Fitzgibbon avait laissé entendre qu'il souhaitait bien sûr développer le Québec, à tout le moins à partir d'entreprises qui vont produire des produits et services, produire principalement des produits, donc rentables pour l'organisation québécoise. Et Mme Brochu avait lancé en boutade qu'il ne faudrait pas qu'Hydro-Québec devienne le Dolorama de l'électricité. C'est-à-dire que, oui, le développement, elle est d'accord avec le principe du développement. Je ne pense pas qu'elle était contre le principe. Elle souhaitait pas, par contre de ne pas développer à tout rompre et au Mhm. détriment, bien sûr, de la rentabilité d'Hydro-Québec et ou des frais chargés aux entreprises du Québec. Alors, je pense qu'il y avait une divergence sur la façon de développer, sur les objectifs que M. Fitzgibbon semble avoir derrière la cravate en termes de développement. Et de ce côté-là, puis développer des nouvelles centrales comme M. Legault l'a souhaité durant la campagne électorale, ça aussi, Mme Brochu s'est un peu, pas opposée à ça, mais disait que c'est peut-être pas la solution nécessairement immédiate. Puis construire des nouvelles centrales dans un contexte 2023 Mhm. où la quantité de consultations à faire avec les différents intervenants au Québec fait que les projets, le délai pour construire une nouvelle centrale au Québec s'allonge de façon très importante. Mhm. Par contre, Mais c'est un dossier à suivre, oui. vous dites que l'objectif ne devrait pas être de développer à outrance. Il faut pas qu'Hydro devienne le Dolorama du Québec en production d'énergie. Par contre, ce qui est important de retenir, à mon avis également, c'est que Hydro-Québec n'a pas les mêmes objectifs que toute autre compagnie de production d'électricité. Sinon, on vendrait l'électricité le même prix qu'ils vendent au Texas ou n'importe où ailleurs. Ce n'est pas le cas. L'objectif d'Hydro-Québec, ce n'est pas la rentabilité pure et simple. C'est autre que ça. C'est plus important que juste faire de l'argent, n'est-ce Ouais, pas? ouais. Ben, oui, je suis un peu d'accord avec toi. Par contre, c'est quand même la vache à lait la plus importante des filiales gouvernementales. Si demain matin, on ne souhaitait pas rentabiliser davantage Hydro-Québec, il y aura peut-être une problématique. Moi, ce que je vois actuellement, c'est qu'Hydro-Québec a un nouveau plan d'affaires, un nouveau plan stratégique qui a été mis en place par Mme Brochu. Et je sais que ce plan stratégique-là comportait un vaste investissement dans le domaine de la consolidation du réseau actuel pour Okay. optimiser. Parce qu'actuellement, on passe notre temps à réparer,
à chaque situation un peu problématique au niveau climatique. Alors, il y avait des investissements de 50, 75, on voulait faire passer à plus de 125 millions par année. Par année, là, c'est beaucoup, beaucoup d'argent pour permettre de corriger la situation du réseau actuel. Alors, il aurait fallu investir de façon encore beaucoup plus importante pour développer d'autres projets et on souhaite bien sûr que chaque entreprise paie la juste valeur du coût d'électricité alors qu'on donnait actuellement des rabais là, selon les types de revenus potentiels que les entreprises pouvaient ramener à la province et non pas sur ce qu'elles consommaient nécessairement, un peu comme l'eau. Hein, l'eau aussi va être un élément extrêmement important à développer. Alors, l'eau, électricité, Hydro-Québec, je pense que Mme Brochu avait des objectifs peut-être qui divergent un petit peu. Puis, je ne suis pas sûr que c'est nécessairement un caractère qui s'entendrait bien avec M. Fitzgibbon. D'ailleurs, qui s'entendrait bien avec M. Fitzgibbon dans les derniers mois? C'est peut-être là où ça risque d'être plus difficile un peu. Vous dites que ce qu'on veut, c'est que les entreprises payent leur part d'électricité, Ouais. payent un prix Ouais. convenable. Et le prochain sujet que vous vouliez aborder, c'est intéressant parce que c'est les serres qui, eux, nécessairement consomment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électricité. Et donc, un changement de direction dans la philosophie d'Hydro-Québec, eux, ça pourrait énormément les affecter. Ça pourrait énormément les affecter. Puis de l'autre côté, ils ont donné des rabais en fonction d'utilisation au volume parce que le gouvernement du Québec, l'actionnaire principal d'Hydro-Québec, a dit durant la pandémie, M. Legault, qu'il faudrait développer l'autosuffisance alimentaire. Alors, une des façons de développer cette autosuffisance, c'est de le faire sur une base annuelle et non pas juste saisonnier. D'où l'importance de développer le créneau des produits développés en serre, donc les fraises, les tomates, les concombres, les brocolis, pour qu'on soit davantage autonome et non pas dépendre de la Californie et du Mexique comme on le fait Mhm. actuellement. On est à peu près à 30 de la production de la consommation des fruits et légumes au Québec actuellement. On est passé à 50 à la fin de 2021 par les investissements faits par Investissement Québec. C'est près de 100 millions qui vont être injectés, qui ont été injectés, qui seront injectés d'ici 2025. Et on souhaite faire passer ça à 80 de la consommation des fruits et légumes au Québec d'ici 2025. Alors, c'est quand même une progression de plus de 125 sur la portion où on était en 2020. Alors, quand on parle d'autonomie, je pense que le message de M. Legault avait été bien compris. Hydro-Québec, d'ailleurs, Mme Brochu, lors d'une entrevue à Tout le monde en parle, avait dit effectivement que le développement des serres au Québec est un des facteurs sur lesquels Hydro-Québec travaillait très, très fort pour assurer d'alimenter et de subvenir aux besoins actuels et Mhm. futurs des serres au Québec. Et on développe de plus en plus de technologies pour éviter d'utiliser l'électricité dans les serres en réutilisant les chaleurs produites avec l'eau, la vapeur et autres pour Mhm. tenter justement de limiter parce que le coût pour des plus petites serres est beaucoup trop dispendieux pour être rentable et être compétitif sur les marchés en termes de développement. Alors, si on veut être compétitif puis développer davantage d'autonomie alimentaire, il faut vendre plus de produits. Pour vendre plus de produits, il faut en vendre, il faut en produire plus. Et pour réussir à en produire plus, il faut agrandir les serres existantes et ou convertir des serres qui servent à autre chose. Mhm. Et ça, je pense que le gouvernement du Québec a des objectifs très clairs par rapport à ça. Actuellement, en 2020, il y avait 499 entreprises qui exploitaient des produits agricoles en serre. On est rendu à 623 à la fin de 2021. Donc, c'est quand même une augmentation de plus de 200 serres, près de 150 serres, pardon, d'augmentation sur ce qu'on était il y a près de 2 ans. Alors, il y a un créneau où je pense qu'il est important pour les régions de bien se positionner. Actuellement, les Laurentides sont les deuxièmes en termes de production de la consommation québécoise. En serre, c'est 20 de la production derrière la Nodière, qui est autour de 26 ou 27 Alors, les Laurentides ont une place de choix actuellement. Ils doivent continuer à le développer. On sait que la région de Mirabel est forte en utilisation de ce type
d'organisation-là au niveau des serres. Il y a d'autres régions à travers les Laurentides qui pourraient le faire et je pense qu'on a un créneau très intéressant pour l'ensemble des MRC et des maisons d'entrepreneurs en termes de développement pour les 5 ou 10 prochaines années. Est-ce que la production, est-ce que la consommation d'électricité ou d'énergie diffère entre une serre de production normale et une serre hydroponique? Ou les deux consomment la même Ça, quantité d'énergie? ça, je pourrais pas dire. J'ai pas analysé ça. J'ai pas eu la pertinence d'analyser ça pour le moment. Je sais qu'il y a des avantages, bien sûr, à utiliser ou à réutiliser les eaux de pluie et autres pour la chaleur, pour produire de la chaleur à l'intérieur des serres. Est-ce que ça est moins dispendieux, plus dispendieux? C'est probablement au niveau de l'équipement de base lors de l'infrastructure, lors de la construction. Est-ce que, et ou l'ajout, la modernisation de certaines serres au Québec? Ça, je ne pourrais pas valider ça, mais c'est peut-être un sujet que je pourrais éventuellement nous amener. Savez-vous où se situe le Québec par rapport aux autres provinces au niveau de la quantité de fruits et légumes produits en serre? Comme je Est-ce qu'on disais est en tantôt au retard niveau par de la rapport aux autres provinces ou production, on avance? oui, on est en retard. Les autres provinces, je ne sais pas, mais c'est clair que pas notre pire, mais notre plus gros compétiteur est la Californie et le Mexique, pour deux raisons. Eux produisent 12 mois par année, sans problématique de coût liés à l'électricité, parce que c'est produit à l'extérieur, alors que nous le Oui, c'est faisons en ça. serre. Nous, on a deux obstacles. On a l'hiver, puis on a le coût de main-d'œuvre. Au Mexique, un travailleur mexicain va gagner 5 par jour, 10 par jour, alors que nous, c'est 15 de l'heure, plus 15 que 10, là, 15 de l'heure ou 14 de l'heure actuellement. Alors, pour réussir à ramener le prix comparable à ce qui se vit dans notre principal compétiteur, il faut vraiment produire en très, très grande quantité et le système de serre peut le permettre dans la mesure que les superficies sont suffisantes. Et lorsque le Québec aura instauré un système à grande échelle de production en serre, comment est-ce que ça pourrait affecter la consommation, les prix à la consommation, les prix chez Métro, les prix dans toutes les épiceries, nécessairement parce que c'est une production locale, ça va diminuer les prix, c'est ça, non? Le fait qu'on produit en très grande quantité, si on veut s'accaparer 80 du marché, il y aura deux avantages. Premièrement, des prix compétitifs. Je ne dis pas des meilleurs prix, mais des prix compétitifs. Donc, on peut, ce qu'on dit en bon français, accoter les prix californiens ou mexicains. Et deuxième élément extrêmement important, des produits beaucoup plus frais parce qu'il y a beaucoup moins de distance à faire parcourir à l'intérieur de la province que de les faire venir de la Californie et ou du Mexique. Souvent, ils vont les cultiver pas encore tout à fait mûrs pour leur permettre de mûrir dans les transports puis tous les tenants et les aboutissants avant d'arriver sur les tablettes. Alors qu'au Québec, un produit relativement compétitif, vous allez avoir un produit frais qui date peut-être de quelques jours, à la limite une semaine, 2 semaines maximum, alors que ça peut aller jusqu'à 3, 4 semaines quand ça vient de la Californie ou du Mexique, parce qu'il y a des transits, il y a des douanes, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur de ça, distributeurs, sous-distributeurs, à l'intérieur desquels ça doit passer. Alors, il y aura un avantage important pour les Québécois, pour les producteurs québécois, et les consommateurs aussi vont en bénéficier. À prix égal, je pense qu'on va choisir la qualité dans un premier temps. Alors, les produits québécois sont certainement de plus grande qualité. On a eu une bonne nouvelle cette semaine. Il y a une grande proportion de la population québécoise canadienne qui a un emploi. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Cependant, ça fait en sorte que les gens peuvent consommer, peuvent dépenser de l'argent. Donc, ça affecte l'inflation. Et cela, par la suite, fait en sorte que les taux d'intérêt vont augmenter. Pouvez-vous, parce que ça pourrait sembler contre-intuitif pour une personne qui a très peu de connaissances dans ce milieu-là comme moi. J'ai de la misère à comprendre et je sais que d'autres personnes ont difficulté à comprendre comment des gens qui ont des jobs ex facto, ça fait que les taux d'intérêt augmentent. Oui. Écoute, moi je comprends très bien, puis tous les économistes ont de la difficulté à comprendre actuellement. La problématique, c'est la suivante, c'est que un taux d'emploi, un taux de plein emploi, ce qu'on appelle un taux de chômage au plein emploi, c'est autour de 6,5 %. Actuellement, la majorité des taux de chômage sont autour de 5, un peu moins de 5 %. Ils ont été en bas de 5 longtemps. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de postes qui n'arrivent pas à être comblés parce qu'il manque de ressources pour les rendre comblés. C'est-à-dire de trouver
du monde actif sur le marché pour les combler. La problématique, c'est quand il y a un taux d'emploi de plein emploi aussi bas, hein, il est même déficitaire, c'est-à-dire il y a plus de personnes qui travaillent que de postes nécessairement disponibles, ben à ce moment-là, c'est que ça fait que les gens ont de l'argent, hein, ont de l'argent dans les poches, les familles ont de l'argent dans les poches. Maintenant, tout le monde crie de l'autre côté qu'on paye beaucoup plus cher et beaucoup plus difficile d'arriver. Ce qui est arrivé, c'est qu'avec la pandémie, les gens ont beaucoup économisé de sous. Et donc, ils ont beaucoup dépensé en masse après la fin de la pandémie, c'est-à-dire vers la fin de 2021, début 2022. Et cette production-là a vidé, comme on dit, les étagères d'à peu près tous les commerçants, ont vidé les entreprises qui étaient en production au ralenti parce qu'ils revenaient tranquillement de la COVID, ce qui a fait créer une problématique où la demande était beaucoup plus haute que l'offre qu'il y avait sur la table, ce qui a fait que les prix ont gonflé de façon importante. Autre élément, les taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires n'ont jamais été aussi bas que pendant la pandémie, ou à peu près. Moi, je ne me souviens pas, puis pourtant avoir travaillé dans les institutions financières pendant plus de 35 ans, d'avoir vu les taux aussi bas qu'on les a connus durant la pandémie. Alors, ça a encouragé les jeunes couples, les personnes à changer de propriété ou acheter une première propriété. Cet élément-là fait grimper les prix parce que la demande était plus grande que l'offre. Puis tu le sais, on a vu, tout le monde le sait, on a vu des maisons où il y avait 6, 7, 8, 9, 10 offres en même temps sur la même propriété avec des surenchères de 15, 20, 30, 40, 50 de plus que le prix demandé. Alors, ça a fait une surchauffe. Les produits aussi, les épiceries, tous les produits, l'essence avait grimpé aussi à pas loin de 2,50 $ au début de l'année 2022. Donc, des prix qui ont explosé parce que là, tout le monde, on était un peu comme la marmotte, on sortait, puis là, on a viré fou un peu. Hein? On a acheté toutes sortes de choses, puis on voulait consommer, puis on voulait voyager, puis on voulait à peu près tout ce qui était disponible, comme une urgence de vivre. Ben ça l'a comme fait exploser l'économie canadienne, puis ça s'est produit comme ça dans beaucoup de pays. Aux États-Unis, en Europe, il y a eu explosion de la demande pour différents produits. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les gouvernements, dont le gouvernement canadien, via sa Banque du Canada, a dit, ben là, il faut arrêter l'inflation, il faut stopper ça. Alors, les augmentations de taux, on les a connues, on les vit pour beaucoup de gens qui ont des hypothèques et qui doivent subir l'augmentation des taux parce qu'ils les ont utilisés. Mais là, les taux hypothécaires sont tellement élevés qu'au lieu d'acheter une propriété, le loyer maintenant qui avait beaucoup augmenté devient plus payant de prendre un loyer que de tenter d'acquérir une propriété avec le coût que ça a et tous les à côté de propriété. Tu as les taxes, tu as toutes les réparations à payer, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de dépenses à réaliser. Alors, le problème actuellement, il faudrait que les gens arrêtent de consommer, ce qu'ils font déjà au niveau de l'immeuble. Il y a une baisse au niveau des ventes d'immeubles, en tout cas une stabilité, puis ça va réduire graduellement dans le prochain 2 trimestres. Vous allez voir des baisses importantes au niveau des ventes des propriétés ou des baisses importantes au niveau des prix sur les propriétés. Encore là, il va falloir que les gens aient la capacité de supporter des taux d'intérêt extrêmement élevés. Puis il va falloir créer aussi au niveau des entreprises, ils n'accepteront plus de faire des investissements considérant les coûts liés au financement pour faire ces investissements-là. Donc, il y aura des ralentissements au niveau économique pour certaines entreprises. Il y aura abolition de postes qui étaient affichés et non comblés. Et il y aura abolition de certains postes qui ont été créés parce qu'ils, malheureusement, ne sont plus utiles pour une période qu'on pourrait considérer entre 6 mois, 1 an, 18 mois. Moi, je calcule que la période des taux d'intérêt va durer entre 6 à 18 mois au-delà de l'automne 2022. Alors, on ne verra pas la fin des taux d'intérêt qu'on connaît actuellement et revenir à une normale avant la fin de 2024, selon la tendance actuelle des taux d'intérêt et la tendance des comportements des consommateurs. Parce que les consommateurs, quand vous allez à l'épicerie, en tout cas, regardez les gens, regardez les paniers. Et moi, dans mon coin de pays où je suis actuellement, à Sainte-Adèle, quand je vais à l'épicerie, je regarde les paniers, je pense pas que les gens ont limité nécessairement leurs achats. Encore. Il y a encore beaucoup de dépenses qui se font. Est-ce que ça continuera à durer comme ça? Bien, au moment où il y aura des pertes d'emploi dans le couple de une des deux personnes, ou qu'il y aura moins d'heures à réaliser parce que l'entreprise a décidé de réduire
ses heures, ben là, c'est une chose. Et là, on va retrouver un taux de chômage qui va osciller autour du 6, 6,5, 6,8 et peut-être même 7. Et ça va nous ramener à un équilibre économique où il y aura moins d'argent de disponible pour faire des achats. Et là, les inventaires vont se regarnir dans les entreprises, ça va redevenir à la normale et on devrait reconnaître une économie que l'on a connue avant la pandémie, c'est-à-dire beaucoup plus liée au marché de l'emploi, marché de la capacité de payer des gens aussi. Alors, ça peut sembler peut-être compliqué, mais c'est simple, c'est le comportement des consommateurs des derniers 12 mois, avec bien sûr la réaction de la Banque du Canada et là, les entreprises qui voulaient investir de façon massive pour justement tenter de répondre à la demande, ben, vont stopper ça, vont couper des emplois, ben, couper des postes qui avaient affichés, n'auront plus besoin, et vont réduire en partie leurs effectifs, ce qui va ramener les principes, les taux de standard qu'on connaît dans une économie normale, beaucoup plus près de la réalité qu'on le connaît actuellement. Monsieur Ajot, encore une fois, très, très, très intéressant. On vous remercie d'avoir été des nôtres, de nous avoir instruits encore une fois, puis à la prochaine, c'est bien gentil d'être des nôtres. Merci, puis on se revoit bientôt. Bien sûr, merci beaucoup. Merci.